Bonjour, bon après-midi, bonne soirée, où que vous soyez, et bienvenue sur cette session sur le lancement du rapport de l'OMS pour estimer l'impact des vaccins sur la réduction de la résistance antimicrobienne et l'utilisation d'antibiotiques, organisée avec le soutien de TechNet. Vous pouvez utiliser cette session en anglais, en français et en espagnol. Pour ce faire, veuillez cliquer sur l'icône globe qui est en bas de votre fenêtre Zoom et sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez écouter cette session. Maintenant, je vais répéter ça en français pour notre audience Bonjour et francophone. bienvenue à cette session. Vous pouvez l'écouter en français ou en espagnol ou en anglais. Pour choisir la langue dans laquelle vous voulez écouter cette session, veuillez cliquer sur l'icône qui est en forme de globe, en bas de de votre écran et sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez écouter cette session. Now, please allow me to say that in Spanish with my French accent. Puede escuchar esta sesión en español. Solo haga clic en el icono del globo terráqueo y seleccione el idioma en el que desea escuchar este seminario web. On aimerait savoir qui nous rejoint, comme d'habitude, alors n'hésitez pas à vous présenter dans le chat et vous donner notre nom, d'où vous venez. Vous pouvez également utiliser le chat si vous avez des problèmes techniques. Je serai celui qui s'en occupe, donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous n'entendez pas quelque chose ou si vous avez besoin de quoi que ce soit. Pour les questions, comme d'habitude, si vous connaissez les webinaires TechNet, vous pouvez poser vos questions pendant la présentation à n'importe quel moment. Vous utilisez la case questions et réponses en bas de votre fenêtre Zoom. Nous avons des collègues ici qui seront ravis de répondre à vos questions. Enfin, cette session est enregistrée et nous allons partager avec vous la semaine prochaine les liens vers la vidéo ainsi que les diapositives par email, peut-être cette semaine si nous avons le temps. En tout cas, nous partagerons les liens avec vous. Nous espérons que vous allez apprécier cette session. Je suis très enthousiaste et je vais passer la parole à Yvan. Yvan, la parole. Bonjour, bon après-midi ou bonne soirée, collègues, où que vous soyez. Donc, je m'appelle Yvan Houten et je suis à la tête du département surveillance, prévention et contrôle de la division MR au siège de l'OMS. Je suis ravie de vous accueillir et d'accueillir nos présentateurs et panélistes aujourd'hui. Pour ce webinaire, nous allons lancer le rapport de l'OMS pour l'estimation de l'impact des vaccins dans la réduction de la résistance antimicrobienne et l'utilisation des antibiotiques. Alors, je suis sûre que cette année, vous avez entendu parler de la résistance antimicrobienne, car pendant 2024, c'est quelque chose qui est vraiment à l'ordre du jour. Alors pourquoi? La réponse simple, c'est qu'il y a une reconnaissance de plus en plus on reconnaît de plus en plus la charge du vaccin. Et en termes de mortalité, des estimations qui ont été utilisées pour l'Assemblée générale des Nations unies est de 4,95 décès, pardon, 4,95 millions de décès qui sont associés à la résistance antimicrobienne et 1,23 million qui sont plus directement attribuables à l'EMA. Donc, c'est une charge de la maladie qui est assez inquiétante d'un point de vue sociétal et en partie aussi d'un point de vue économique. C'est également une menace à l'économie et à la production de nourriture et de bétail. Alors, pour toutes ces raisons, il y a eu un certain nombre d'événements en 2024 qui ont reflété l'intérêt de la communauté mondiale à faire quelque chose à ce sujet. Donc, pendant l'Assemblée, nous avons eu des solutions qui ont été approuvées. L'OMS a approuvé des priorités pour travailler dans le secteur de la santé au cours des 10 années à venir. Mais en s'éloignant un petit peu de ça, en septembre, à l'Assemblée générale des Nations unies, il y a eu une réunion haut niveau qui a mené à une déclaration politique qui a été adoptée universellement par les États membres. Et nous savons que cela doit être adressé
d'un point de vue santé, bien sûr, mais ça doit impliquer tous les secteurs. Et dans le système aux États-Unis, c'est reflété par une organisation. Cette déclaration, c'est un progrès par rapport à ce qu'on a fait en 2016, parce qu'il y a un certain nombre d'objectifs identifiés, le plus important étant une réduction de 10% de la charge en termes de décès d'ici les années 2030. Donc, c'est quelque chose qui nous apporte vraiment un mandat pour faire un bon travail. Quand on retourne au secteur de la santé, la conception du travail change un petit peu. Quand cette résistance est devenue importante sur l'ordre du jour, avant, on parlait d'insectes et de médicaments d'un point de vue microbien. Maintenant, on parle d'un point de vue de couverture de santé universelle et nous proposons d'appeler ça une approche centrée sur la personne, ce qui est assez simple à comprendre. C'est une des fondations au niveau financement, au niveau des observations stratégiques, au niveau de la surveillance. Il y a un certain nombre de piliers, là, qui est la prévention, dont nous allons parler aujourd'hui, qui comprend l'objectif WASH, la sanitisation. C'est un des piliers, un autre pilier, le diagnostic. Nous avons le pilier traitement. Donc, si nous continuons cette approche centrée sur la personne et ses piliers de prévention, donc par exemple l'immunisation et l'objectif rouge de sanitation, et qu'on veut réduire les décès d'ici 2030, comme l'Assemblée générale des Nations unies l'a mandaté, quel est l'impact que nous pouvons attendre des vaccins? Donc, nous avons besoin d'informations pour nous guider dans ce domaine. Et le département d'immunisation, de vaccins biologiques a mené ce travail dont nous allons entendre parler aujourd'hui. Et cet exercice a été effectué, ça nous a aidé à avoir un cadre, à voir ce que nous pouvons nous attendre des vaccins que nous avons déjà aujourd'hui, pour lesquels nous avons amélioré la couverture avec une meilleure couverture, les vaccins qu'on peut avoir peut-être à l'avenir, hein, et les vaccins que nous aurons idéalement dans le futur. Et maintenant, je voudrais vraiment passer la parole à ma collègue et leur amie, donc Kate O'Brien, qui est directrice du département de l'immunisation des vaccins et qui va faire des remarques d'ouverture. C'est à vous, Kate, et merci de nous rejoindre. Merci beaucoup, Ivan. Bonjour tout le monde, bonne matinée, bon après-midi, et pour certains d'entre vous, bonne soirée. Je suis vraiment ravie que vous nous rejoigniez aujourd'hui et je voudrais tout d'abord vous remercier de faire partie de ce webinaire très important qui a été organisé pendant la semaine de sensibilisation à la résistance microbienne. Cette résistance remarque un des plus grands défis de notre époque et qui menace réellement d'endommager les décennies de progrès qui ont été effectués dans la lutte contre les maladies infectieuses et met des millions de vies à risque chaque année et à l'avenir. C'est la raison pour laquelle lutter contre la résistance microbienne nécessite des solutions multifacettes et les vaccins en sont une partie très critique. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler des conclusions de l'OMS que l'OMS a publiées récemment, dont le titre est Estimer l'impact des vaccins dans la réduction de la résistance antimicrobienne et de l'utilisation des antibiotiques. Et ce rapport vous fournit une analyse en profondeur du potentiel de 44 vaccins qui ciblent 24 pathogènes pour adresser la résistance antimicrobienne. Et faire cela en réduisant les infections et en réduisant la résistance. Nous avons plusieurs approches différentes. C'est une exploration exhaustive de la façon dont nous pouvons mieux nous appuyer sur les vaccins pour protéger les systèmes de santé et sauver des vies. Donc, juste pour vous donner un aperçu des résultats, il y a des conclusions qui sont assez choquantes. Donc, je vais juste vous donner, je vais vous en parler un petit peu. Donc, regardez, écoutez alors que nous avançons dans cette session. Donc, les points saillants sont que les vaccins ont le potentiel d'éviter jusqu'à 515 000 décès chaque année causés par la résistance microbienne.
et en donnant 5,2 milliards de doses chaque année, avec 22% de l'utilisation d'antibiotiques, ils peuvent sauver 30 milliards de dollars en coûts des hôpitaux tous les ans, ce qui est vraiment un gros soulagement qui va réduire le nombre de personnes qui tombent malades à cause de la résistance. Donc, nous avons plusieurs vaccins, comme un vaccin pneumongique, mais il y a du potentiel que nous n'utilisons pas. Par exemple, si nous avons une couverture de 90% pour le vaccin contre le pneumocoque, nous pouvons éviter plusieurs milliers de décès par an par rapport au résultat actuel. Il y a également des vaccins qui sont en train de développer, comme celui contre la tuberculose, qui est très, très prometteur. Maintenant, ces vaccins sont introduits, ils peuvent éviter 71 000 décès et ce sera des millions de doses par an qui vont réduire l'impact de la résistance antimicrobienne. Donc, le potentiel de nouveaux vaccins il est toujours sous-développé. Par exemple, un vaccin maternel qui ciblerait la pneumonie pourrait éviter 27 000 décès par an chez les nouveau-nés et réduire la nécessité des antibiotiques. Ce sont juste ces quelques points de ce rapport. Donc, il est clair que les vaccins sont des outils très utiles pour combattre la résistance microbienne, mais on doit faire plus pour les intégrer dans la stratégie microbienne. Donc, un exemple de stratégie, ce serait un ordre du jour immunisation 2030 qui est mondial. C'est la stratégie de plusieurs pays pour l'immunisation qui demande un accès mondial au vaccin. Donc, en se basant sur les conclusions de notre rapport, l'OMS recommande d'étendre l'utilisation de vaccins actuels jusqu'à 90% de couverture, en particulier donc les vaccins conjugués, les vaccins contre le pneumocoque, et développer également en interaction de nouveaux vaccins, comme ceux qui sont contre la maladie de la tuberculose et la pneumonie, et également donner la priorité à la recherche et au développement pour adresser ces pathogènes pour lesquels c'est vraiment difficile de développer un vaccin. Donc, nous devions vraiment reconnaître que ce ne sont pas des étapes optionnelles, ce sont des étapes critiques. Et les vaccins doivent être reconnus et incorporés comme une partie importante de la stratégie au niveau régional, national, international. Donc, je voudrais tous vous remercier, vous qui êtes des praticiens, des décideurs politiques, c'est votre collaboration, c'est votre dévouement qui fait que des progrès sont possibles. Alors, j'espère vraiment que la conversation d'aujourd'hui va inspirer des nouvelles idées, inspirer de nouveaux partenariats et que cela va permettre d'accélérer notre but partagé dans le partage et dans la protection de la santé mondiale. Donc, merci beaucoup. J'ai hâte d'en entendre plus et je vais repasser la parole maintenant à Mathéus. Merci. Donc, je pense qu'en fait, je suis censée présenter Mathéus, mais merci Kate. Merci beaucoup Kate pour ces remarques d'ouverture et pour cette collaboration. Donc, chers collègues, certains de vous aviez hâte d'avoir les diapositives. Donc, bonne nouvelle, les diapositives arrivent. Donc, avec Dr Mateusz Asso-Agobsowicz qui va présenter les conclusions principales du rapport avec les diapositives. Donc, Mateusz, c'est à vous. Merci beaucoup, Ivan. Merci beaucoup, Kate, pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez voir les diapositives parce qu'elles le sont sur mon écran? Oui, on les voit. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Je travaille dans le département d'immunisation pour l'OMS, au siège de l'OMS à Genève. Et aujourd'hui, je vais vous parler du rapport que l'OMS a récemment publié qui parle de ces résultats, de la façon dont vont estimer l'impact, quel est l'impact des vaccins dans la réduction de la résistance antimicrobienne et l'utilisation d'antibiotiques. Nous avons publié ce rapport il y a seulement 2 semaines et la raison pour laquelle nous voulions tenir ce webinaire aujourd'hui, c'est parce que c'est la semaine de la sensibilisation à la résistance antimicrobienne et nous voulions donc
apporter votre attention sur les conclusions principales et sur le cours d'action. Ce que nous avions estimé pendant ce rapport, c'est que les vaccins ont le potentiel d'éviter jusqu'à 515 000 décès, 28 millions de d'ALICE, 30 milliards de coûts d'hôpitaux, 20 milliards de pertes de productivité, qui sont tous associés à la résistance antimicrobienne. Et en plus de ça, ça peut également éviter 2,5 millions de doses antibiotiques annuelles. Vous pouvez aller sur le lien ci-dessous pour plus de détails. Dans cette présentation, je vais parler de notre logique, la raison pour laquelle nous avons mené cette analyse avec des partenaires, hein, la qualité de la méthodologie, quels sont les résultats principaux et enfin, quelles sont les recommandations et quelles sont les mesures à prendre. Donc, nous allons commencer pour dire quelle est la charge de la résistance antimicrobienne. Yvan, dans ses remarques d'ouverture, a mentionné la charge de la résistance antimicrobienne. En 2019, nous avons depuis eu des nouvelles données pour 2021 qui ont été publiées il y a 2 semaines. Et vous pouvez lire qu'en 2021, 3,7 millions de décès étaient associés à la résistance antimicrobienne en 2001. Et vous pouvez voir la distribution de ces décès associés à la résistance antimicrobienne sur différents pathogènes sur le graphique à droite. Et vous pouvez voir que pour les 6 pathogènes principaux qui sont associés à la résistance antimicrobienne, qui sont responsables de 3,7 millions de décès en 2021, et ce sont les streptocoques, la pneumonie, le staphylocoque, l'E. coli et enfin Pseudomonas. Où est-ce que cette charge se déroule? Si vous regardez les régions, la charge principale est en Asie du Sud, 1,3 million de décès associés à la résistance antimicrobienne. Asie de l'Est, 0,7 millions. Afrique subsaharienne, 0,5 millions. Je pense qu'ici, le point, c'est que la charge est importante. Et pour pouvoir la réduire, nous devons faire plusieurs interventions pour adresser cela. Les vaccins pourraient être une des solutions pour réduire cette proportion de résistance. De ce fait, sur cette diapositive, pour les pathogènes évalués ici, nous avons des vaccins que contre 4 de ces pathogènes, les streptocoques, pneumonie, la tuberculose, S. typhi et l'influenza du type B. Certains ne sont peut-être pas encore introduits, mais ils doivent l'être. Certains d'entre eux n'ont pas une couverture suffisante et d'autres ne peuvent ne pas prévenir de façon efficace le type de bactérie qui cause une résistance. En plus de ça, nous avons 7 différents pathogènes pour lesquels des vaccins sont en train d'être développés, qui incluent les Staph aureus, les coli, la pneumonie, le streptocoque, et la Salmonella et la Salmonella typhi. Vous voyez qu'il y a un certain potentiel pour que les vaccins évitent la résistance antimicrobienne. Donc, comment les vaccins font cela? Quels sont les parcours qui font que les vaccins réduisent la résistance antimicrobienne? Eh bien, les vaccins évitent les infections pour des pathogènes qui sont résistants aux médicaments et résistants. Ça évite aux individus, aux communautés de tomber malades et d'avoir attrapé ces pathogènes. Et si suffisamment de communautés sont immunisées, ça peut éviter aux personnes qui ne le sont pas de tomber aussi malades. Ce que les vaccins font également, c'est qu'en réduisant la résistance, l'évolution de la résistance, cela diminue l'utilisation d'antibiotiques qui est normalement associée avec le traitement de maladies infectieuses. Si vous n'avez pas une pneumonie invasive ou une infection pneumococcal, vous n'avez pas besoin de prendre d'antibiotiques pour cette infection. Ça réduit donc la nécessité de prendre des antibiotiques. Et en réduisant le nombre d'infections et le nombre d'antibiotiques que vous devez prendre pour traiter cette infection, vous réduisez les chances de développer une résistance, des gènes résistants. Et vous diminuez également la transmission des pathogènes résistants qui promeuvent cette résistance. Donc, vous pouvez voir que la charge est vraiment importante et vous pouvez voir comment les vaccins peuvent réduire une portion de cette charge. Et de plus en plus, le rôle des vaccins dans la réduction de la résistance antimicrobienne a été intégré dans les stratégies liées à la résistance antimicrobienne.
J'ai rapidement expliqué ce que c'était une approche centrée sur la personne. C'est un ensemble d'interventions de l'OMS sur ce que les personnes au niveau du pays doivent faire afin de développer des plans d'action au niveau national, des stratégies nationales pour contre la résistance antimicrobienne et voir les actions à prendre pour réduire cette résistance. Ces approches centrées sur la personne ont inclus 4 piliers. Le pilier 1 est la prévention. Et dans ce pilier, il y a plusieurs interventions, dont l'une appelle à l'accès au vaccin, à une immunisation étendue pour gérer cette résistance antimicrobienne. En supplémentaire, ce que nous avons fait avec des collègues de la division résistance antimicrobienne, nous voulions faire un petit peu un zoom sur les vaccins et sur ce qu'on appelle un cadre d'action pour s'appuyer sur les vaccins pour réduire l'utilisation d'antibiotiques et la résistance antimicrobienne. C'est cela sur quoi les parties prenantes doivent s'appuyer pour pouvoir réduire la résistance antimicrobienne. Et ces actions visent les industries pharmaceutiques, l'académie, les membres de la recherche, les membres d'organisations internationales, et se centre sur 4 catégories. Il faut étendre l'utilisation de vaccins licenciés pour maximiser l'impact sur la résistance antimicrobienne, développer de nouveaux vaccins qui contribuent à la prévention et améliorer la couverture pour qu'elle atteigne 90%, car nous sommes bien en dessous de la couverture qui est recommandée par l'OMS. Développer des nouveaux vaccins qui contribuent à la prévention et au contrôle de la résistance antimicrobienne comme la tuberculose. Et la dernière catégorie, étendre et partager la connaissance de l'impact des vaccins sur la résistance antimicrobienne, en particulier dans les pays à revenus faibles et moyens. Nous voyons de plus en plus de résistance. Donc, voyons que les vaccins peuvent éviter une partie de cette charge. Nous voyons une intégration des vaccins dans la stratégie antimicrobienne. Comment est-ce que ça se traduit dans la mise en œuvre au niveau du pays? Et les recherches ont analysé 77 plans d'action nationaux pour des stratégies de pays pour réduire la résistance antimicrobienne, pour voir comment ils intègrent les vaccins dans ces plans. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que 67 de ces plans d'action mentionnent les vaccins, 87% donc mentionnent les vaccins, mais seulement moins de la moitié ont développé des indicateurs qui permettent de vraiment comprendre ce que c'est le rôle des vaccins dans la réduction de la résistance antimicrobienne, de mesurer et de suivre les progrès. Je pense que ça veut dire qu'il y a une certaine compréhension du rôle des vaccins dans la réduction de la résistance antimicrobienne, mais ça ne se traduit pas toujours en plan d'action. Et nous devons intégrer le rôle des vaccins dans les interventions antimicrobiennes. Je pense que l'une des raisons pour cela, c'est parce qu'il y a une lacune, qui est une compréhension limitée de l'étendue dans laquelle les vaccins peuvent réduire une portion de la résistance antimicrobienne. Et nous espérons qu'à partir de ce rapport, que je vais regarder maintenant, je vais expliquer maintenant, nous allons pouvoir adresser ces lacunes. Donc, avec ce rapport, on voulait comprendre l'impact des vaccins dans la réduction de la résistance antimicrobienne. Nous avons évalué cet impact sur 3 critères. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la charge économique, la charge de santé évitée grâce au vaccin? Enfin, nous voulions comprendre également l'utilisation d'antibiotiques évitée par le vaccin. Donc, quelle proportion d'utilisation antibiotique associée au traitement de Shigella peut être évitée par un vaccin? Et enfin, quelle est la charge économique qui est évitée par les vaccins? Quel coût supplémentaire dans le traitement des infections résistantes antimicrobiennes pourrait être traité en étant vacciné? Je vais parler de ces résultats un par un. Donc d'abord, je vais parler un petit peu de la méthodologie utilisée dans ce rapport. Nous avons commencé par évaluer 24 pathogènes différents et 44 vaccins contre ces pathogènes avec des attributs particuliers. Les pathogènes que nous avons inclus, ce sont les pathogènes qui sont sur la liste priorité de l'OMS, des pathogènes qui sont très résistants ou des pathogènes qui sont souvent associés avec une forte utilisation d'antimicrobiens. 44 vaccins, parce que pour un seul pathogène, vous pouvez avoir plusieurs vaccins. Par exemple, la tuberculose microbactérienne peut avoir un vaccin qui est donné à un petit enfant pour protéger des maladies
des poumons, mais vous pouvez avoir également un autre vaccin qui est donné aux adolescents qui peuvent être affectés par la tuberculose pour éviter la projection vers une maladie active. Ces vaccins ont des attributs particuliers, la couverture, la durée de la protection, les groupes ciblés, etc. Cela inclut des pathogènes qui ont des vaccins existants, donc comme Haemophilus influenza de type B, le virus de la grippe, le virus de la pneumonie due au streptocoque, mais également il y a des pathogènes qui ont des vaccins qui sont en train d'être développés, qui sont dans les dernières étapes, comme la tuberculose mycobactérienne. Nous avons également des pathogènes avec des vaccins qui sont tout au début du développement, où vous pouvez là retrouver le streptocoque du groupe A ou la pneumonie Klebsiella ou le staphylocoque aureus. Et c'est souvent dans ce groupe que l'on voit que les priorités, les pathogènes prioritaires de l'OMS sont souvent là, ils sont souvent très résistants et ils ont tendance à tomber dans cette catégorie. Deuxièmement, nous avons utilisé des données des études mondiales de la charge de la maladie de 2019 qui est utilisée pour notre analyse. Donc, les données des études mondiales sur la charge des maladies a identifié différentes bactéries et analysé ces données. Nous avons analysé ces données pour le but de notre analyse à nous. Il faut comprendre que les mutations qui proviennent de ces données, comme par exemple des données qui viennent de pays à revenu moyen, ne sont pas toujours exactes, mais ce sont les meilleures données que nous ayons qui nous permettent à l'heure actuelle de mener cette analyse et de faire des comparaisons pertinentes afin d'identifier les priorités. Nous avons ensuite développé un modèle statique afin d'évaluer la charge de santé évitée grâce au vaccin. Nous avons regardé la couverture, la durée de la protection, les groupes d'âge, nous avons comparé cela aux données du Centre d'études mondiales pour la charge des maladies pour voir ce qui pouvait être évité par des vaccins. Enfin, pour évaluer l'impact des vaccins sur l'utilisation antibiotique, nous avons identifié des données supplémentaires. Donc, des données importées des pays, ce sont les données qui vous disent ce que c'est l'utilisation d'antibiotiques dans les hôpitaux, dans les communautés. Nous avons collecté des données en utilisant des revues systématiques sur les syndromes et sur l'utilisation d'antibiotiques qui sont utilisés pour traiter ces syndromes. Et quels pathogènes contribuent à ces syndromes en particulier pour comprendre le niveau des pathogènes et quelle est l'utilisation d'antibiotiques qui est associée à l'utilisation d'antibiotiques pour ces maladies en particulier. Nous avons pu trianguler nos données sur l'utilisation d'antibiotiques et sur la consommation d'antibiotiques avec les vaccins et la charge de santé qui est évitée par les vaccins. Et enfin, pour identifier la proportion de cette charge économique qui pourrait être évitée par les vaccins, nous avons collecté des données supplémentaires sur la durée du séjour à l'hôpital, combien ça coûte pour qu'une personne reste à l'hôpital, quelles sont les estimations au niveau salaire, au niveau emploi, quelles sont les pertes. Nous avons converti ces données, fait une méta-analyse et développé quelque chose qui s'appelle une unité de coût, une base de données d'unité de coût, qui veut dire pour chaque pathogène résistant, combien est-ce que ça coûte de traiter en plus pour traiter ce pathogène particulier. Et nous avons retriangulé ces données avec les données des hôpitaux, des coûts d'hôpital, de la perte de productivité et quelle est la proportion donc de charges économiques qui pourraient être évitées par les vaccins. Donc tout d'abord, c'est la diapositive 4 de 5 de résultats. Ça montre l'impact potentiel des vaccins pour éviter les décès qui sont associés à la résistance antimicrobienne. Et dans l'ensemble, nous voyons que les vaccins ont le potentiel d'éviter jusqu'à 515 000 décès qui sont associés à la résistance antimicrobienne et une grande portion, jusqu'à 32%, est associée à la région africaine. Vous pouvez voir des vaccins sélectionnés ici sur le graphique. Si on se concentre sur des vaccins qui existent, ils pourraient déjà éviter jusqu'à 106 000 décès associés à la résistance antimicrobienne. C'est le potentiel complet des vaccins qui existent. Introduire des vaccins, par exemple, dans des pays où ils n'ont pas été introduits ou améliorer la couverture de vaccins existants comme celui contre la pneumonie du streptocoque.
Il y a par exemple ce vaccin de la pneumonie du streptocoque. Si nous pouvions améliorer la couverture de ce vaccin jusqu'à la couverture demandée par l'OMS, qui est de 90%, on pourrait éviter jusqu'à 60 000 décès qui sont associés à la résistance antimicrobienne grâce à ce vaccin. Si on se concentre aussi sur les vaccins qui en sont en développement, en dernière étape de développement, ça pourrait éviter jusqu'à 135 000 décès associés annuellement à la résistance antimicrobienne. Un d'entre eux est le vaccin contre la tuberculose, qui pourrait éviter jusqu'à 120 000 décès. Et enfin, si on se concentre sur les vaccins qui sont en phase précoce de développement, cela pourrait éviter jusqu'à 408 000 décès qui sont associés annuellement à la résistance antimicrobienne. Donc, par exemple, la pneumonie strepsilla qui, donnée aux petits-enfants, pourrait éviter jusqu'à 60 000 décès associés avec la résistance antimicrobienne. Donc, vous pouvez voir un fort impact de ces vaccins associés, sur les décès associés à la résistance antimicrobienne. Maintenant, si on regarde le deuxième critère dont j'ai parlé, qui est l'utilisation antibiotique, vous pouvez voir ici que dans l'ensemble, ça a le potentiel d'éviter jusqu'à 2,5 milliards de doses journalières. Et c'est environ 22% de la charge évaluée. Donc ça, ce sont pour les pathogènes que nous avons considérés dans notre analyse. L'impact le plus important que ces vaccins pourraient avoir, c'est dans la région d'Asie du Sud-Est, presque 40% d'après l'OMS. Mais si on se concentre sur les vaccins existants, ça pourrait éviter jusqu'à 142 millions de doses d'antibiotiques. L'exemple ici est qu'un vaccin, par exemple, 45 millions de doses d'antibiotiques qui pourraient être évitées si on introduisait des vaccins dans les pays qui souffrent de typhoïde. Les vaccins qui sont en phase de développement avancé pourraient éviter, il y a un impact qui est particulièrement élevé, qui pourrait éviter jusqu'à 1,9 milliard de doses annuellement. La raison pour cela, c'est que traiter la tuberculose, ça prend très longtemps, jusqu'à 6 mois, et ça demande beaucoup d'antibiotiques différents. Et ces antibiotiques sont aussi très spécifiques à la tuberculose. Si on se concentre enfin sur les vaccins qui sont en développement précoce, ils pouvaient éviter jusqu'à 548 millions de doses annuelles. Donc, par exemple jusqu'à 70 millions de doses pour le strep. Si nous définissons si nous parlons des critères que nous avons définis, donc l'impact des vaccins pour éviter des coûts associés à la résistance antimicrobienne, on voit que les vaccins peuvent éviter jusqu'à 30 milliards en coûts d'hôpitaux qui sont associés avec le traitement de ces infections résistantes. Et le plus fort impact, c'est sur la région africaine, américaine de l'OMS, hein. C'est parce que les coûts d'hôpitaux sont extrêmement élevés aux États-Unis, aux Amériques. Et si vous regardez le coût des vaccins existants, par exemple sur la pneumonie liée au streptocoque, 861 millions de dollars. Les vaccins, si on regarde les vaccins en phase de développement qui pourrait éviter jusqu'à 1,2 milliard en coûts d'hôpitaux associés au traitement des infections. Et les vaccins qui sont en développement précoce pourraient éviter jusqu'à 30 milliards en coûts d'hôpitaux associés avec le traitement des infections résistantes annuelles. Et pourquoi? Parce que beaucoup de ces infections, beaucoup de ces vaccins qui ont été développés contre ces infections en sont à des stades très précoces de développement. Donc, on a le Streptocoque virus, nous avons l'E. coli qui est en train d'être testé. Nous avons des vaccins qui en sont à des étapes de développement très précoces, mais qui sont des pathogènes qui sont très résistants et qui ont une charge très élevée. Donc maintenant, si on veut changer un petit peu, regarder un autre point de vue et penser aux régions qui sont le plus impactées, plus affectées par la résistance antimicrobienne et quel pays pourrait le plus aider à éviter une grosse portion. Si vous regardez ce graphique qui montre les décès qui pourraient être évités par les vaccins, les décès associés à la résistance antimicrobienne qui pourraient être évités par les vaccins. Vous avez la légende en haut à droite de la diapositive. Et vous pouvez voir que l'accent est mis sur les régions africaines. Cela pourrait éviter jusqu'à 166 000 décès qui sont associés à la résistance antimicrobienne. Presque 33% de la charge mondiale pourrait être évitée.
Et peu après, vous avez la région d'Asie du Sud-Est de l'OMS. Vous regardez les coûts, si vous regardez qu'est-ce qu'il y a les coûts évités par les vaccins, on peut voir que l'impact principal est dans la région Amérique de l'OMS, jusqu'à 9 milliards de dollars US en coûts d'hôpitaux qui sont associés à la résistance antimicrobienne. Et si on regarde également l'utilisation d'antibiotiques, on peut voir que l'impact le plus fort serait dans la région d'Asie du Sud-Est, jusque 1 milliard de doses d'antibiotiques, dont 39% de la charge mondiale pourrait être évitée. Donc, je vous ai montré des données, des rapports, mais il faut que vous sachiez qu'il y a diverses façons de regarder ces données. Un exemple est pour chacun de ces vaccins évalués. Nous avons créé un tableau de bord et ce que vous pouvez voir sur ce tableau de bord, c'est la charge par un pathogène particulier et la proportion qui pourrait être évitée par un vaccin. Quelle proportion d'utilisation antibiotique pourrait être évitée par ces vaccins? Et quelle proportion des coûts d'hôpitaux pourraient être évités? J'ai aussi partagé le lien dans le chat. Vous pouvez aller voir le site et jouer un peu avec le tableau de bord de visualisation, regarder l'impact de ces vaccins sur la résistance antimicrobienne par région et vous pouvez essayer de comparer avec différents vaccins et voir les vaccins qui ont le plus ou le moins d'impact sur la résistance antimicrobienne. Donc, je vous invite à consulter ce tableau de bord. Nous avons également préparé quelque chose que nous avons appelé des snapshots pour différents publics. Donc, ces conclusions clés sont résumées pour un public particulier et cela met également en lumière des recommandations principales pour différents publics. Nous avons également inclus un résumé des astuces pour les travailleurs de la santé et représentants de la communauté pour mieux comprendre comment traduire ces connaissances et estimations en conversation quotidienne sur le vaccin et l'impact potentiel de la résistance antimicrobienne. Donc, permettez-moi de se résumer les résultats clés. Nous avons trouvé que les vaccins avaient le potentiel d'éviter annuellement jusqu'à 515 000 décès et 30 milliards en coûts d'hôpitaux associés à la résistance antimicrobienne et 2,5 milliards de doses d'antibiotiques. Si on se concentre sur les vaccins existants, qui pourraient éviter annuellement jusqu'à 106 000 décès, 9,1 millions de AVAC et 861 millions de coûts d'hôpitaux associés à l'essence antimicrobienne. Ces vaccins pourraient également éviter jusqu'à 142 millions de doses d'antibiotiques. Pour les vaccins qui sont aux dernières étapes du développement clinique, ça pouvait se convertir annuellement par 135 000 décès, 5 millions de AVAC, 1,2 milliard en coûts d'hôpitaux associés à la résistance antimicrobienne et de plus pourrait éviter 1,9 milliard de doses d'antibiotiques annuellement. Et enfin, pour les vaccins qui sont en développement clinique précoce, ils pourraient éviter annuellement jusqu'à 408 000 décès, 23 millions d'AVAC, 30 milliards en coûts d'hôpitaux, tous associés avec la résistance antimicrobienne et également réduire de 548 millions de doses antibiotiques. Donc, qu'est-ce que ces résultats veulent dire? Quelles actions, quelles mesures nous devons prendre? Qu'est-ce qu'on doit faire pour utiliser le potentiel de ces vaccins pour réduire la résistance antimicrobienne? On doit s'assurer que l'impact des vaccins pour la réduction de la résistance antimicrobienne doit être reconnu par les participants en immunisation et en résistance antimicrobienne. On doit s'assurer que les stratégies et les mises en œuvre au niveau régional, mondial et national contre la résistance antimicrobienne doivent inclure les vaccins en tant qu'intervention pour réduire la résistance antimicrobienne. Deuxièmement, on veut s'assurer que l'introduction de vaccins existants soit accélérée et que leur couverture soit améliorée. Par exemple, pour la pneumonie liée au streptocoque, que les vaccins pédiatriques existants devraient atteindre les objectifs de l'agenda 2030 et l'utilisation des vaccins chez les personnes plus âgées doivent être également considérées. Je n'ai pas montré ça, mais dans la part, vous pouvez voir que si on utilise ces vaccins chez les personnes âgées, vous pouvez voir également un impact très fort. Pour préparer l'introduction de vaccins nouvellement développés, l'impact des vaccins sur la résistance antimicrobienne doit être évalué de façon systématique et inclus dans des cadres de décision existants. Quand on considère ces décisions politiques ou les décisions à introduire,
vous pouvez déjà incorporer l'impact dans la résistance antimicrobienne dans ces décisions. Et enfin, pour permettre le développement des vaccins, l'apport, la mise en œuvre afin de réduire la résistance antimicrobienne, on doit considérer les essais cliniques. Nous devons développer des caractéristiques qui expliquent à quoi ces vaccins doivent ressembler, identifier ce qui devrait être fait pour accélérer le développement de ces vaccins, en particulier les doses qui présentent des défis particuliers au niveau biologique ou technique. Et sur ce, je voudrais tous vous remercier de m'avoir écouté et je vais passer la parole à nouveau à Yvan qui va commencer la discussion. Merci Mathéouche. J'espère que notre audience nous suit toujours après tous ces chiffres. Je devrais également dire qu'il faut me corriger. Je n'ai pas on n'a pas mentionné, ce n'est pas la semaine de la sensibilisation contre la résistance antimicrobienne. C'est en fait nos collègues de l'immunisation qui m'ont rappelé que c'était le cas. Désolée, je n'avais pas mentionné ça. Donc, nous avons un très bon présentateur pour une discussion de groupe. Et pour faire écho à ce que Mathéouche a dit en termes de la pertinence de ce rapport pour des publics très différents, nous allons maintenant parler avec des personnes qui viennent de points de vue très différents, des donateurs, des partenaires dans l'industrie. Nous allons avoir également une alliance d'immunisation, le SAGE, des avis stratégiques et enfin le point de vue de l'OMS et pour la mise en œuvre. Donc, je vais passer maintenant la parole à ces présentateurs qui vont se présenter, peut-être se présenter en tant que personne, mais également éventuellement présenter leur organisation et voir un petit peu comment cela peut être considéré. Maintenant, je vais demander Padmani Srikantia de la Bill Gates Foundation. Quel est le rôle de Bill GF, de sa vision pour le vaccin, en particulier en ce qui concerne les investissements et pour les vaccins qui touchent des pathogènes haut investissement. Merci Yvan. Je veux féliciter Mathéouche et l'OMS d'avoir lancé ce rapport. Pour répondre à votre question, Yvan, je vais me présenter. Je ne suis pas de ministre Kegantia, je suis directeur adjointe à la Bill and Melinda Gates Foundation. Nous travaillons sur la résistance antimicrobienne. Notre stratégie résistance antimicrobienne a toujours intégré les vaccins en tant que composante essentielle au niveau de la résistance antimicrobienne, le potentiel de prévenir des décès. Et le point de départ de notre partenariat avec l'OMS en 2018 était de mieux qualifier l'impact des vaccins. Et ça a mené à la publication de ce rapport dont nous parlons aujourd'hui. En plus de ça, nous avons appuyé un certain nombre d'études, de modèles d'études qui ont été inclus dans le rapport dont nous avons entendu parler aujourd'hui. Et maintenant, on passe à l'étape suivante. Une des questions que j'ai vues dans les questions-réponses, c'était comment est-ce que ça va arriver jusqu'au pays? Et de fait, c'est une des étapes suivantes. Nous devons entrer en partenariat avec des organisations, par exemple la World Health Trust, pour se concentrer sur comment apporter ces données au niveau du pays avec les partenaires de l'OMS et réduire la division qui hésite entre les divisions immunisation et les plans d'action au niveau national. Il y a, il faut donc une interaction entre les preneurs de décision et les personnes qui travaillent sur l'immunisation. Quand on parle d'investissement dans les vaccins, il y a deux catégories. La première, ce sont les vaccins qui sont déjà développés. Donc, par exemple, pour la typhoïde, le pneumocoque. Et donc, comme disait Mathéus, par exemple, pour le pneumocoque, où les données ont clairement montré qu'une meilleure couverture pourrait mener à un impact supplémentaire sur
sur l'utilisation d'antibiotiques, c'est clairement quelque chose qui attire notre attention et avec nos collègues qui travaillent sur l'apport de vaccins, nous travaillons sur ces vaccins et en plus de faire d'investir davantage dans des vaccins qui sont disponibles et les vaccins de la génération suivante qui ont un impact supplémentaire sur les maladies pneumococcales, comme par exemple également l'impact potentiel de certains vaccins sur les résistance antimicrobienne. L'autre exemple, bien sûr, c'est qu'avec, par exemple, le vaccin conjugué contre la thyroïde et différents groupes de maladies, nous devons nous assurer qu'il y a une génération des données qui sont catalysées pour appuyer la précision au niveau du pays, pour montrer que le vaccin peut protéger contre contre les pathogènes résistants et également qui peuvent avoir un impact sur la prescription d'antibiotiques. Et ça nous aide également à prendre des décisions au niveau du pays. Et enfin, pour répondre à votre question, qui est liée aux vaccins en cours de développement, en recherche et développement, comme avec toutes nos décisions prises au niveau de la santé mondiale, le développement du vaccin est mené par la charge de mortalité. Notre stratégie sur la charge de résistance antimicrobienne se concentre en particulier dans les pays à un revenu faible et moyen, qui sont affectés de façon disproportionnée. Nous sommes en particulier inquiets sur le groupe, les organismes gram négatifs comme les colis. Il y a, c'est un haut niveau de décès reliés et un taux de mortalité dans les pays d'Afrique sous-saharienne et subsaharienne et dans les pays d'Asie du Sud-Est. Et il y a plus de 50% des décès liés aux infections qui sont liées à la résistance antimicrobienne et 80% des décès des nourrissons. Ce sont des infections qui touche souvent les populations très vulnérables, qui sont déjà à un risque supplémentaire d'infection et d'avoir des résultats non favorables. Mais le fait que ces organismes résistants empirent, empirent leurs chances. Donc, quand nous parlons de Klebsiella, de vaccins maternels, nous avons un programme de vaccins maternels qui est pour l'instant à un stade précoce. Nous essayons d'établir une preuve biologique de principe. Le vaccin contre Klebsiella, Capsula, des antigénies, quand on le donne à une femme quand elle est enceinte, ça peut donner une protection à son enfant quand il vient de naître. Nous aimerions également voir comment la couverture des sérotypes liés à l'E. coli qui conduisent à la plupart des infections peut peut-être étendre cette protection, cette couverture. Nous sommes également des investisseurs, nous voulons aider les accélérateurs. Je sais qu'il y a une autre personne d'ailleurs qui est là, qui travaille aussi là-dessus. Nous voyons également des investissements directs et indirects qui ciblent les pathogènes gram-négatifs. Nous avons vraiment un parcours compliqué en termes de développement de vaccins qui ont du succès contre les Klebsiella, contre E. coli, qui ne sont pas seulement importants, mais qui causent beaucoup d'infections, en particulier dans les pays à revenus faibles, mais c'est également une forte cause de mortalité liée à la résistance antimicrobienne chez les populations plus âgées et chez la population au niveau mondial. Donc, c'est important non seulement pour notre stratégie de résistance antimicrobienne, mais également pour la lutte générale. Et enfin, je voudrais juste mentionner deux autres points. Donc, avec le développement de la nouvelle génération de vaccins, donc le Shigella, il y a une certaine importance qui a été prêtée à l'importance de la résistance antimicrobienne. Euh, et certains collègues ont vu que les parties prenantes qui prennent ces décisions, il est très important de se concentrer sur la résistance antimicrobienne et ça aide à améliorer le profil de ce vaccin. Et le dernier point que je voudrais mentionner, tant qu'on parle des pathogènes résistants
qui causent une résistance antimicrobienne. Je voudrais qu'on parle également de certains virus qui sont résistants. Pour l'instant, il y a des vaccins qui ne sont pas encore licenciés, mais on sait que pour ces vaccins antiviraux, il y a un fort potentiel de réduire la mortalité des infections virales elles-mêmes. Mais il y a peut-être également des avantages supplémentaires avec une meilleure couverture, réduire l'utilisation antimicrobienne. Nous sommes vraiment engagés. Nous sommes très engagés envers la position centrale des vaccins dans la lutte contre la résistance antimicrobienne. Merci beaucoup pour cette question, Yvan. Merci beaucoup, Padmini, pour ce point de vue. Maintenant, nous allons passer euh, à, à une question suivante. C'est pour Irine Morin-Duffy. Donc, quand on parle du rôle des vaccins qui réduisent la résistance antimicrobienne, comment est-ce que cela informe la stratégie de votre organisation, la stratégie d'investissement de votre organisation? Merci beaucoup, Yvan. Et je voudrais également féliciter l'équipe de l'OMS pour ce fantastique rapport. Merci beaucoup. Je suis Erin Duffy. Je mène les efforts de recherche euh, contre sur les bactéries résistantes qui créent une résistance antimicrobienne. Nous avons été créés en 2016, des buts thérapeutiques pour restaurer la pipeline antibiotique en se concentrant davantage sur la résistance antimicrobienne et en se concentrant sur la prévention, le diagnostic et sur la pipeline. Nous avons dit plus tôt, dans le développement de médicaments, dans la chaîne de développement, nous sommes vraiment au début de nos efforts, hein, et ce qui se termine quand il y a une démonstration de la sûreté du vaccin chez les humains. Nous ne sommes pas encore engagés vraiment dans cette étude de concept, mais comme je l'ai dit, on se concentre sur les trois piliers de traitement, prévention, diagnostic, mais je vais me concentrer aujourd'hui sur les vaccins. Nous reconnaissons certainement que les vaccins peuvent jouer un rôle très important dans la réduction de la résistance antimicrobienne et bien sûr essayer de toucher tous les pathogènes, quel que soit le génotype, et donne un certain potentiel de réduction et évite trop d'utilisation d'antibiotiques. Bien sûr, il a été pointé dans le rapport que c'était un domaine qui cause des défis. Il y a eu beaucoup d'échecs dans le développement de vaccins et beaucoup des pathogènes pour lesquels nous n'avons pas de vaccin aujourd'hui sont considérés à faible probabilité de succès. Cependant, vu que c'est notre rôle d'apporter la science basique aux cliniques, et d'aider à traduire cela, nous voulons aussi nous concentrer sur les programmes difficiles. On va se concentrer sur des stratégies moins conventionnelles, des approches nouvelles, pour également, espérons avoir des produits potentiels pour cela. Nous avons pu reconnaître que les domaines sur lesquels nous nous sommes concentrés euh, au niveau des vaccins, ce sont des domaines de forte importance qui sont très importantes pour le rapport de l'OMS. D'un point de vue mortalité, nous continuons certainement à nous concentrer sur la pneumonie Klebsiella et pour comme Padmini l'a mentionné, pour le vaccin maternel, mais également pour d'autres populations. Le vaccin contre l'E. coli également se concentre principalement sur la santé maternelle et pour éviter la sepsis des nouveau-nés. Nous nous avons un vaccin en développement qui est en train de faire des essais cliniques pour les humains, également pour le TCV.
Nous avons soutenu depuis de nombreuses années une nouvelle approche envers les vaccins. Et je suis ravie de voir ce programme qui a commencé et que ça a maintenant été intégré dans le développement. Et nous approchons des essais humains cliniques dans plusieurs vaccins. L'année dernière, nous avons fait un appel général sur les maladies invasives qui étaient causées par E. coli à nouveau en reconnaissant les échecs que nous avions connus auparavant. Nous avons mis l'emphase sur des approches nouvelles que nous avons apportées. Nous continuons à évaluer des propositions. Je dois dire également que d'un point de vue, peut-être pas d'un point de vue mortalité, mais d'un point de vue morbidité, l'année dernière, nous avons mis l'emphase sur les vaccins contre la gonorrhée et sur certains programmes, nous avons certains programmes qui avancent au stade d'essai clinique. Quand on regarde les défis principaux, il y a vraiment deux aspects. Bien sûr, il y a le manque de modèles cliniques pertinents ne peuvent pas vraiment être traduits en essais cliniques, ainsi un certain manque de biomarqueurs pertinents qui pourraient être générés pour aider à avoir une preuve de concept. C'est quelque chose qu'on considère de façon active, voir comment les projets individuels sont affectés, voir les outils d'accélération qui peuvent être utilisés, voir ce que nous finançons des travaux qui peuvent être utilisés par nos équipes dans les portfolios. L'autre chose à savoir, c'est que la plupart des groupes qui réalisent ce travail sont des petits groupes techniquement excellents, mais qui n'ont peut-être pas forcément d'expérience sur la façon de traduire ces résultats, d'apporter ces vaccins aux patients. Et sur ce point, souvent, ils n'ont peut-être pas forcément des unités de fabrication, donc ils doivent s'appuyer sur d'autres organisations pour faire ce travail et on essaye de voir comment peut être affecté cela en essayant d'en s'engager directement avec les CMO, les CDMO pour, euh, pour pouvoir une meilleure utilisation de ce processus. Et nous sommes très engagés. Nous avons décidément intégré les vaccins dans notre stratégie à trois piliers pour réduire la résistance antimicrobienne. Merci beaucoup, Erin. Vous avez fait des commentaires sur cet effet. Je ne sais pas si vous voulez commander plus spécifiquement sur ce qui était planifié. C'était une deuxième question en termes de défis dans les développements cliniques, les défis le développement des vaccins contre la résistance antimicrobienne. Est-ce que vous pensez que ça a été couvert suffisamment ou est-ce que vous voulez élaborer? Oui, certainement, je peux clarifier mes commentaires. Oui, donc une question clé, c'est de traduire les modèles animaux en essais cliniques et c'est quelque chose sur lequel nous sommes très actifs, identifier des groupes qui peuvent nous aider à faire cela. Je pense que c'est un domaine. Un autre domaine, c'est de reconnaître le manque, en sens général, de protection ou en tout cas de biomarqueurs qui peuvent aider à comprendre les preuves de concept. Avancer vers la preuve de concept, c'est un peu plus compliqué et je crois que nous avançons pour comprendre comment si les modèles sont importants et voir ce que nous pouvons faire, à quel degré. Ou alors si on s'étend pour se concentrer sur sa preuve de concept, pour ensuite peut-être voir un peu ce qu'on peut faire au niveau de la protection. On est un petit peu plus tôt dans le processus. On essaye de soutenir des programmes au niveau de la sélection, voir ce qui va entrer en essai humain, mais reconnaître aussi que ce ne va pas être les partenaires qui vont être nécessaires pour nous aider à apporter ensuite les produits finis au développement clinique, ni à les faire accepter au niveau réglementaire. Merci beaucoup, Erin. Et maintenant, nous allons passer à Lucas Srott de AFBM qui va nous présenter son organisation mieux que je ne pourrais le faire. Et la question pour vous, Lucas, c'était comment est-ce que l'industrie des vaccins, comment sont les priorités politiques, comment est-ce que ce rapport de l'OMS vous aide à progresser de votre côté? J'espère que vous pouvez m'entendre.
On peut vous voir. Oui, je peux vous entendre. J'espère que vous pouvez aussi me voir. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation plus tôt pendant ce webinaire. Merci pour l'invitation. Je suis Lucas avec le MPMA. Nous sommes basés à Genève. Nous représentons l'industrie pharmaceutique, des sociétés ainsi que des compagnies qui sont basées au niveau régional ou au niveau national. Je pense qu'une chose que je voudrais vraiment dire tout d'abord, c'est que je suis dans ce domaine depuis 2 ans environ. Nous travaillons avec différentes sociétés sur le sujet des vaccins et de la résistance antimicrobienne et je suis ravie de voir à quel point ces conversations ont avancé, en grande partie dû d'ailleurs au travail de l'OMS. Nous avons vu également cette année en particulier au niveau multilatéral, hein, au niveau des réunions de haut niveau, nous avons eu des améliorations concrètes sur les vaccins. Spécifiquement, je me souviens de l'importance d'intégrer des plans d'action nationaux avec les programmes d'immunisation nationaux. Je pense que ça a été mentionné beaucoup de fois, c'est très crucial. Il y a deux points que je voudrais partager avant d'avancer un petit peu plus de détails hein, sur certains autres aspects, sur les recommandations. Donc d'abord, déjà, dans le contexte du travail que nous avons effectué, nous avons également, il y a quelques années, soutenu le développement d'un rapport par le CRA qui regardait différents plans d'action nationaux sur diverses régions de l'OMS, en particulier spécifiquement comment nos vaccins se positionnaient dans ces plans d'action. Et s'il y a eu fortes variances entre différents pays, entre différentes variances. Et maintenant, nous avons eu plusieurs réunions et nous avons eu des plans d'action divers, ce qui nous présente une opportunité vraiment de renforcer le langage et de voir la façon dont les vaccins pourraient être utilisés comme stratégie pour aider à lutter contre la résistance antimicrobienne. Et enfin, au cours des 2 derniers mois, euh, à partir de cette recherche hein, qui a commencé sur la résistance antimicrobienne, nous avons pu regarder les données depuis déjà 1990, faire des projections vers le futur. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les groupes d'âge, hein, le taux de résistance antimicrobienne chez les enfants ont diminué de 50% au cours des dernières 50 années, alors que les taux de résistance antimicrobienne chez les personnes âgées, au contraire, se sont développés. Et les taux chez les enfants ont également contribué au programme de vaccination. Ce qui indique peut-être que justement les taux d'immunisation chez les adultes ça nous aidera à comprendre un petit peu la valeur socio-économique de l'immunisation, en particulier cette année avec un rapport qui a été publié par London School of Economics qui montre que l'immunisation peut apporter un retour sur investissement de 19 et enfin du côté recherche et développement, je veux revenir donc au rapport de l'OMS sur les vaccins qui sont en stade de développement clinique. Il y a plusieurs pathogènes de priorité élevée qui ont une faible pipeline, même de façon prédominante en phase 1, en phase 2. Et il n'y a rien qui soit vraiment en développement. Et ce rapport a également mentionné le rôle du secteur privé dans la recherche et le développement, les défis, les risques associés. Et à nouveau, ici, on a des vaccins contre des pathogènes prioritaires sur certaines populations. Ces vaccins qui présentent certains défis. Et on peut voir dans ces divers domaines, voir le côté recherche et développement, voir les données. On voit vraiment qu'il y a 3 domaines politiques vraiment qui sont cruciales pour le développement, pour les parties prenantes. Ça inclut déjà, numéro 1, des lignes directives réglementaires, en particulier des lignes directives sur les indicateurs mesurables, modeler une approche qui peut être utilisée pour définir la valeur supplémentaire des vaccins. Nous avons des parcours pour ça, pour le développement de ces vaccins. C'est important également d'avoir
des avantages qui aident à la réglementation pour les vaccins, le développement de vaccins. Nos collègues ont déjà parlé de ça. Il faut également qu'on lève des fonds, qu'on arrive à capturer de façon efficace et standardiser la valeur supplémentaire que les vaccins apportent contre la résistance antimicrobienne avec le rapport de l'OMS qui est sorti donc le mois dernier. Je pense que vraiment ça a fait un travail fantastique de faire une modélisation sur divers scénarios et ça va vraiment plus loin. Ça a permis un certain alignement entre, entre entre diverses organisations, mais il ne faut pas négliger l'importance de la surveillance qui est déjà effectuée par l'OMS, en particulier avec des lignes directives appropriées sur la surveillance, sur les données. Ça peut vraiment nous aider à comprendre d'un point de vue dans le vrai monde l'impact des vaccins sur différents indicateurs de résistance antimicrobienne, comme la charge de maladies infectieuses, par exemple, l'utilisation antibiotique, ce qui se passe avant qu'on ait un vaccin en place, ce qui se passe une fois qu'on a introduit un vaccin. Et une fois de plus, vraiment, on est vraiment ravis d'avoir reçu ce rapport de l'OMS sur ce sujet, sur l'estimation de l'impact des vaccins pour réduire la résistance antimicrobienne. Et donc, maintenant, cette nouvelle façon de penser, la modélisation des données que cela fournit, les recommandations clés sont vraiment très importantes pour continuer à parler au cours des semaines, des mois à venir. Et nous sommes ravis vraiment de faire partie de ces discussions. Et nous avons des opportunités, enfin, de continuer à avancer dans ces discussions. Et je vais revenir à certains points initiaux, donc, qui sont d'améliorer l'importance. Et également améliorer les cours d'immunisation chez les enfants, chez les adultes, ce qui permettra également de réduire la résistance antimicrobienne. Et je sais que le rapport fournit dans plusieurs cas, plusieurs modélisations, plusieurs scénarios pour plusieurs objectifs. On regarde à tous les groupes d'âge, les avantages qu'on en obtienne. Et enfin, sur la surveillance de la résistance antimicrobienne, il y a un certain but ici de fournir de bonnes lignes directives. Nous allons faire une certaine surveillance pour démontrer vraiment la valeur de l'impact de ces vaccins, aider à informer les décisions sur l'utilisation, les recommandations, les introductions. Et nous soutenons également des cas d'investissement pour le développement des vaccins. Et enfin, je pense qu'il est vraiment très important ici, ce qui est important, il faut qu'on réfléchisse. C'est quelque chose qui va aider avec le suivi, comment aligner ces conversations avec le travail fait par l'OMS, par exemple avec le secrétaire d'État, avec les groupes au niveau mondial, avec quel soutien l'OMS pourrait fournir également avec au niveau du partage d'informations pour vraiment assurer une compréhension commune de l'impact des vaccins sur la résistance antimicrobienne. Et donc, je vais m'arrêter là et je vous repasse la parole, Ivan. Merci beaucoup, Lucas. Donc, je pense qu'il y a une certaine direction dans la façon dont ce webinaire a été prévu. Donc, le côté de donateur, le côté Bill et Melinda Gates Foundation, le point de vue recherche et développement, et maintenant l'industrie. Je vais donc avancer et passer la parole à la partie mise en œuvre avec Nichi Jadeja de Gavi. Et ma question à vous, Nidhi, c'est comment est-ce que Gavi approche la hiérarchisation de nouveaux vaccins qui pourraient jouer un rôle dans la réduction de la résistance antimicrobienne? C'est-à-dire quand vous avez un cadre de travail d'évaluation d'un nouveau vaccin, quand Mathéouche arrive avec tous ces points sur la résistance antimicrobienne, l'utilisation, etc., comment est-ce que vous intégrez ça et est-ce que vous êtes prêt à avoir ce type d'utilisation? Donc voilà, qu'est-ce que Gavi pense et également vous? Je vous passe la parole. Oui, merci Ivan. Et oui, nous utilisons les informations que Mathéouche nous donne et donc merci. Félicitations à Mathéouche et à l'OMS. Je m'appelle Lydie et je travaille à Gavi. Donc, comme Yvan l'a décrit, nous sommes évidemment de l'autre côté du spectre, hein.
nous intéressons à tout ce qui vient dans la pipeline, mais nous nous concentrons vraiment sur l'introduction, la mise à l'échelle et la distribution des vaccins. Donc, nous sommes une alliance. Gavi est une alliance, une coopération mondiale, un mécanisme de coopération mondiale qui fournit des vaccins à ceux qui en ont le plus besoin. Notre mission, c'est vraiment d'introduire de nouveaux vaccins ainsi que d'améliorer l'accès aux vaccins existants. Et pour vous donner une idée, nous achetons également des vaccins pour 60% des enfants du monde. Donc, avec un nombre de vaccins de plus en plus développé, quand est-ce que Gavi décide de quel vaccin soutenir? Ça, c'est fait avec notre stratégie d'investissement des vaccins dont nous occupons ici à Gavi et nous basons sur cela de façon systématique sur des données. C'est un processus systématique basé sur des données qui se passe tous les 5 ans. À moins qu'il y ait une crise mondiale, qu'il y ait un besoin de vaccins avant ça. Ce que notre organisation fait, c'est que nous utilisons un cadre de travail transparent et nous considérons des critères comme l'impact, la valeur par rapport à l'argent, l'égalité et depuis 2018, l'impact également sur la résistance antimicrobienne. Donc cette année, par exemple, pour le BS de cette année, nous avons travaillé de façon approchée avec Mathéo chez l'OMS pour nous aligner sur leurs critères de vaccins et donc pour avoir un cadre pour notre analyse de façon similaire au cadre d'attribution. Nous nous sommes également appuyés sur le travail réalisé par l'OMS. Une différence clé, c'était que l'attente pour chaque facteur a été assez différent. Nous avons utilisé une approche basée sur des consultations d'experts et nous nous sommes appuyés sur l'analyse de l'OMS sinon. Dans l'ensemble, les défis que nous avons rencontrés, c'est au niveau, c'est au niveau de ce que nous avons regardé au niveau de la génération de rapports, c'est que nous avons vraiment besoin de plus de données vraiment basées sur le pays, sur les antibiotiques, l'utilisation antibiotique pour la modélisation. Nous avons besoin de nous baser sur plus de données. Donc, en juin, le conseil de Gavi a approuvé donc le BIS qui inclut divers vaccins contre, par exemple, TBS. Et ces décisions ont inclus les considérations de l'impact de ces vaccins sur la résistance antimicrobienne. Donc, c'était une considération très importante au niveau des vaccins et je voudrais vraiment remercier vraiment l'OMS de nous avoir assistés également. Et nous travaillons nous avec des sponsors et en nous basant sur des données pour favoriser les vaccins qui peuvent aider à lutter contre la résistance antimicrobienne. Merci beaucoup. Je pense que la preuve est déjà là. Vous avez déjà pris tout ça en compte. C'est très clair. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer à Kathleen Neuzil, qui est membre de SAGE. Ça pourrait peut-être nous aider si vous expliquez au public ce que SAGE fait en rapport avec l'OMS. Et ma question, c'est comment est-ce que les preneurs de décision au niveau des politiques prennent en compte l'impact des vaccins pour réduire la résistance antimicrobienne, pour faire des recommandations pour l'introduction de vaccins? Je vous passe la parole, Kathleen. Donc, merci. Je suis directeur du Centre national au Centre de la santé nationale, mais comme vous le dites, je représente mon rôle stratégique en conseillère pour l'OMS dans cette capacité. Et je voudrais reconnaître également Mathéus et tous les promoteurs précédents qui ont rendu le travail plus facile. Parce que je sais également que dans le chat, il y a un certain nombre de membres de NITAG et un certain nombre de politiques au niveau régional sont présents. Donc, ils vont comprendre certains de ces concepts également, ce que je vais expliquer. Donc, de toute évidence, quand on prend des décisions pour les vaccins, nous considérons plusieurs considérations. Donc, la magnitude, l'importance du problème,
à quel point la maladie est-elle commune? Est-ce que c'est une épidémie qui est en cours, qui cause des disruptions? Est-ce que ça touche également les travailleurs de la santé, ceux qui risquent d'avoir un impact sur leur capacité à apporter des soins de santé? On regarde également les coûts, l'égalité, beaucoup de considérations que vous avez déjà entendues. Donc, quand on parle de la résistance aux médicaments, de résistance antimicrobienne, comment est-ce qu'on peut incorporer ça? De toute évidence, au niveau de la charge médicale, nous avons entendu la présentation de Mathéus. Les pathogènes qui est résistant aux antibiotiques peut mener à plus de morbidité, à plus de mortalité. Donc, le facteur de sévérité est important. Ça peut mener également à plus de maladies dans l'ensemble, même si ce n'est pas sévère. Et ça peut mener à plus d'utilisation d'antibiotiques. J'ai vu quelqu'un dans le chat parler de vaccins viraux. Et oui, c'est vrai, des maladies virales également, parce qu'on n'utilise pas toujours des antibiotiques de façon appropriée. Le coût est une autre considération. Et à nouveau, le coût des maladies plus sévères qui peuvent mener à une utilisation prolongée ou le coût d'un spectre antimicrobien, les deux peuvent faire monter les coûts. Et enfin, on n'a même pas vraiment beaucoup parlé de l'équité. Et je pense que l'équité, c'est vraiment important parce que fréquemment, beaucoup de ces maladies, et comme la typhoïde, c'est un très bon exemple, affectent les populations pauvres, les populations marginalisées, et ça va vraiment affecter la morbidité de la maladie et la résistance antimicrobienne. Ça affecte également le coût des antibiotiques qui ne sont peut-être pas abordables pour certaines populations. Donc, je pense que dans les exemples récents, où Sage a utilisé le problème de la résistance antimicrobienne dans une politique, c'était pour le vaccin contre la typhoïde. Nous avons dit spécifiquement que les pays avec une typhoïde endémique devraient introduire des vaccins. Les vaccins devraient être mis en priorité avec ceux qui ont la plus haute charge et ceux qui ont la plus forte charge de résistance antimicrobienne. Donc, reconnaître que nous avons différents types de typhoïdes qui sont extrêmement résistants aux médicaments, que ça devient extrêmement difficile à traiter. Et donc, c'était important, par exemple, pour le Pakistan, d'introduire un vaccin contre la typhoïde au travers d'une campagne, parce que leur typhoïde est extrêmement résistante aux médicaments. Et je pense que si on veut des politiques qui se concentrent sur la résistance antimicrobienne, on doit adapter notre cadre de travail. Par exemple, Sage utilise le système PECO pour poser des questions sur les politiques, pour guider nos évaluations, population, intervention, comparaison, résultats. Donc, on doit s'assurer que l'utilisation d'antibiotiques et les résultats liés aux infections liées à la résistance antimicrobienne. Nous devons avoir des données qui sont collectées, nous devons avoir des données qui sont recueillies sur l'utilisation antibiotique également, pendant des essais cliniques où nous regardons des enquêtes après enquête. Donc, Palmi l'a dit plus tôt, mais après l'introduction au Pakistan, nous avons pu montrer que le vaccin conjugué contre la typhoïde réduisait effectivement les typhoïdes très résistantes aux médicaments. Ça, c'est important. Et enfin, le composant équité. Je ne crois pas que même notre catégorisation de résistance antimicrobienne se traduit vraiment bien à l'espace politique. Parce que on peut avoir un organisme qui est catégorisé comme résistant aux drogues, mais cette population a accès à des médicaments également, mais dans une autre population, et c'est ça qu'on arrive à l'équité. Tout le monde n'a pas accès aux mêmes antibiotiques, et donc ça fait que ça devient très difficile de traiter certaines infections dans certaines populations.
Donc, je voudrais vous encourager à penser à la façon dont nous parlons à l'assistance antimicrobienne quand on adresse ces problèmes d'équité au niveau population. Et enfin, on a entendu ça, mais vraiment, là où il y a une forte inégalité, c'est que si on ne sait pas là où il y a une résistance antimicrobienne, parce qu'on n'a pas les capacités de faire des cultures de sang, par exemple, ou pour d'autres surveillances, alors on n'a pas d'informations pour nous guider. Donc, une surveillance, un suivi sont importants, les diagnostics sont importants, et c'est très important d'agir au niveau local, au niveau régional, pour guider les prises de position politiques. Merci beaucoup. Donc, j'ai fini aujourd'hui parce que c'est mon tour. Maintenant, j'arrive à mon côté, je travaille sur la surveillance et la prévention. Donc, on n'a plus beaucoup de temps et vous avez beaucoup couvert, mais nous avions une autre question sur le cadre de travail politique. Comment est-ce on l'adapte de façon systématique? J'ai l'impression que vous avez un peu couvert ça, mais est-ce que vous avez un autre commentaire ou est-ce qu'on peut avancer? Non, je pense qu'on peut avancer. Mais juste à nouveau, je vais être explicite, il faut qu'on incorpore ces mesures dans l'utilisation. Oui, oui, je crois que c'était très clair. Je crois que le OMS a été très clair dans sa ligne directive. Il y en a davantage qui vont arriver. Donc maintenant, nous avons un collègue du Zimbabwe qui va parler plus de la partie mise en œuvre et faire quelques commentaires sur la façon dont l'immunisation au niveau typhoïde a impacté, affecté la typhoïde résistante aux médicaments au Zimbabwe. Qu'est-ce qui peut être appris de cela? Et donc, nous allons parler à notre collègue de l'OMS au Zimbabwe, notre collègue Tapumane Maché. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui, merci beaucoup. Je crois qu'il y a un petit problème de son, mais laissez-moi juste contribuer à la question. Donc, juste pour vous donner un petit peu de contexte, au Zimbabwe, c'est un des pays où la typhoïde était endémique, ou en tout cas est endémique, hein. Et du fait des cas de typhoïde au Zimbabwe, juste pour donner une idée, les cas étudiés en 2009, hein, et à partir de 2009, allô? Ah, je crois que nous l'avons perdu. Oui, je suis de retour. Vous pouvez m'entendre? Oui, bien, on peut vous entendre. Oui, donc désolé. Donc, beaucoup de bruit. Donc, la typhoïde était un gros problème au Zimbabwe depuis 2019 et nous avons fait un suivi depuis 2009, hein, euh, et nous avons essayé d'avoir des données sur les personnes qui souffrent de typhoïde. Je crois qu'il y avait des problèmes parce que du fait de la culture, de la culture du sang, nous ne pouvions pas faire cela, euh, mais pendant 5 6 ans, nous avons étudié la typhoïde et nous avons découvert que initialement, les organismes susceptibles ont changé au fil du temps et nous avons eu une typhoïde super résistante. En 2008, il y a eu une épidémie donc, de cette typhoïde et il y a eu tellement de cas de cette typhoïde à Harare. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une combinaison de calculer les cas et de voir ce qui se passait dans la ville d'Harare, demander à Gavi de nous aider pour pouvoir introduire le vaccin TCV. Donc, ce vaccin a été introduit à Harare en 2018 et en 2019 hein, pour mitiger cette épidémie de typhoïde à Harare. Donc, nous avons pu faire d'une pierre deux coups. Un des problèmes, c'était donc la typhoïde à Harare, mais aussi le problème d'avoir des informations sur des données sur la typhoïde.
Donc, jusqu'au mois d'octobre, nous avions beaucoup de cas de typhoïde qui affectaient la population générale. Donc, à partir de là, nous avons pu vérifier la typhoïde, voir les modèles résistants, étudier l'impact du TCV. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a analysé les cas. Nous avons analysé l'introduction de vaccins TCV et nous avons donc cette introduction, il y a eu une campagne pendant une épidémie, tout d'abord au Zimbabwe. Et donc, nous avons fait une immunisation de routine avec ce vaccin. Et juste pour vous donner un peu les statistiques, nous avons vu une diminution du nombre de cas par rapport à avant l'introduction et ensuite après l'introduction chez les personnes qui ont qui ont obtenu le TCV. C'était entre 6 mois et 15 ans. Donc, on a suivi ce groupe d'âge. Et nous avons vu une très forte réduction des cas de typhoïde, avant TCV et après TCV. Et nous sommes concentrés avec ce TCV, on s'est concentré sur de 6 mois à 15 ans. Et nous avons vu une réduction des cas parmi les gens qui n'avaient pas reçu le TCV non plus. Donc, en termes de données que nous n'avons pas sur le TCV, mais on sait que le TCV, en tout cas, fonctionne bien et réduit la morbidité, réduit la mortalité pour les cas de typhoïde. Et pour cette année seulement, nous avons eu moins de 20 cas. Avant, on avait 5 000, 6 000 cas par an, donc c'est un bon exemple où on peut voir l'impact de l'introduction du TCV. Et c'est intéressant de voir que maintenant, on teste également ça, le TCV. euh, et nous supervisons, nous essayons de faire des études sur cette question, sur les cas de typhoïde avant l'introduction du TCV et qui sont plus susceptibles à la résistance. Maintenant, nous enregistrons tous les cas, nous enregistrons les épidémies maintenant, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Donc en 2018, hélas, il y a eu aussi une grosse épidémie de choléra qui a été causée par un choléra qui était résistant aux médicaments et qui est resté à presque tous les médicaments. Et nous avons fini par utiliser un- quelque chose de différent qui était car la résistance était très forte aux médicaments. Donc nous avons pu réussir à mitiger toute l'épidémie. Nous avons enregistré quelques cas de choléra dans certaines villes et nous essayons de mitiger en utilisant les vaccins. Donc, on voit en gros un fort impact du TCV et de l'OCV dans notre vie de tous les jours en tant que pays et nous sommes ravis de dire que ça va pouvoir devenir disponible, ça va être disponible pour le public général pour mesurer l'impact. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup, c'était clair. J'apprécie personnellement la façon dont nous avons fait tout le cycle de vie. Nous sommes passés par tout le cycle de vie, le rôle des donateurs, les capacités de développer le portefeuille de recherche et finalement d'arriver au niveau du pays. Euh, donc, c'est pour la supervision des maladies et superviser les maladies résistantes aux drogues. Donc, je pense que nos collègues ont été très actifs. Ils ont tapé beaucoup de réponses dans le chat aux nombreuses questions qui ont été posées. Et il y a peut-être encore quelques questions résiduelles qui pourraient bénéficier de réponses rapides de la part de nos présentateurs. Donc, quel est le rôle des vaccins combinés dans la réduction de la résistance antimicrobienne? Est-ce que vous voulez répondre, Mathéouche?
Et c'est très important de considérer comment est-ce qu'on peut apporter ces vaccins que nous promouvons. C'est assez peu probable que nous puissions avoir tous ces vaccins et tous les apporter en même temps. Les pays font déjà face à des défis avec des sessions d'immunisation et dans une session délivrer divers vaccins. C'est un vrai défi et de fait de ça, pour adresser ce problème, une solution pourrait être de combiner des vaccins. Ça pourrait réduire le coût des visites, le coût d'immunisation, ça peut économiser du temps pour le travailleur de la santé. Ça pourrait aider d'avoir des vaccins combinés également pour éviter certains symptômes. Si on sait qu'une forte proportion d'un symptôme est évitée par les vaccins bactériens, alors ça peut changer le modèle de prescription, d'ordonnance et changer la consommation antibiotique qui est liée, réduire l'impact de la résistance antimicrobienne pour mieux comprendre quels vaccins antimicrobiens doivent être développés. De nombreux facteurs doivent être pris en compte pour comprendre la faisabilité de combiner ces vaccins. Et c'est pour ça que les priorités de l'OMS maintenant avec des partenaires, c'est d'avancer avec un certain soutien des fondations. Donc, nous avons plus d'informations sur ce sujet. Nous avons récemment publié beaucoup de publications. Je vais les mettre dans le chat si vous voulez en savoir plus. Merci. Et il y en a une autre qui mérite probablement un peu plus de développement parce que c'est pas si évident. Quel rôle est-ce que les vaccins viraux pourraient jouer dans la réduction de la résistance antimicrobienne? Padmini, est-ce que vous voulez bien prendre cette question, s'il vous plaît? Oui, merci Yvan. Donc, le rôle potentiel des vaccins viraux pour adresser la résistance antimicrobienne, je pense qu'on doit penser à des mécanismes potentiels, trois mécanismes potentiels. L'un, c'est de réduire l'utilisation antibiotique, les prescriptions antibiotiques. Donc, les vaccins qui ciblent, par exemple, l'influenza, nous savons qu'il y a des antibiotiques qui sont utilisés pour traiter ces maladies virales, même si c'est pas forcément efficace, mais en tout cas pour le type de syndrome qui affecte les individus, par exemple les personnes qui ont des infections respiratoires, et souvent ça mène à une prescription antibiotique. Donc, s'il y a des vaccins contre ces pathogènes viraux, ça aide à réduire ces prescriptions inappropriées d'antibiotiques. Deuxièmement, bien sûr, un vaccin qui cible un pathogène viral comme l'influenza en soi, en réduisant les maladies respiratoires, l'influenza, ça peut également induire à réduire les infections bactériennes secondaires qui peuvent être dues euh, qui doivent également être résistantes à des bactéries et qui peuvent ensuite lier à des autres prescriptions d'antibiotiques. Et enfin, en supprimant l'évolution de la résistance et en réduisant la transmission des pathogènes résistants. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de bactéries quand les antibiotiques sont utilisés. Pour un syndrome viral, une maladie virale, hein, les bactéries qui colonisent une personne expérience ce qu'on dit un effet de passant. Donc, la sélection de la résistance est vue souvent dans des cibles enfin, des pathogènes qui ne sont pas ciblés. Par exemple, il y a des pathogènes qui sont ciblés par les antibiotiques, c'est de façon appropriée ou non. Mais les bactéries qui colonisent par exemple dans l'estomac, souvent elles souffrent d'un effet de passant. Et en réduisant cet effet, on peut également aider à réduire l'évolution de la résidence. Les données que nous avons vues, certainement des pays à revenus plus élevés pour le vaccin contre la grippe, l'utilisation et l'amélioration du rôle du vaccin contre la grippe, ça a été assez impressionnant. Ça allait de 22 à 50% de réduction dans la prescription antibiotique pendant la saison de la grippe, en particulier selon l'efficacité du vaccin. Et plus récemment, nous avons vu le rôle d'anticorps sur les maladies respiratoires, la prévention des maladies respiratoires dans les petits-enfants. Les données que nous avons au niveau de l'efficacité montrent une réduction de 24% dans les prescriptions antibiotiques.
Et enfin, je vais mentionner le rotavirus. On sait que le rotavirus de diverses études dans des pays à faible revenu sont responsables de 31% des prescriptions d'antibiotiques pour les maladies qui sont liées à une diarrhée. Et même avec le niveau de couverture actuel, ça a été estimé ça pourrait éviter 36,5 millions de prescriptions d'antibiotiques. Donc, nous savons qu'il y a des données vraiment importantes pour l'impact potentiel des vaccins qui touchent des pathogènes viraux, ainsi que cet effet. Là, qu'il y a des choses que je dois mentionner, une chose qu'on n'a pas mentionnée en ce moment, c'est quand on voit une réduction de l'utilisation des antibiotiques, il y a également un bénéfice pour le microbiome. Ce n'est pas quelque chose qu'on a bien quantifié. Je pense qu'on doit garder ces mesures également à l'esprit quand on parle de résistance antimicrobienne dans l'ensemble. Je vous repasse la parole, Ivan. Merci, merci beaucoup. Et je crois que maintenant, je dois fermer le plus vite possible pour rester dans les temps et également pour respecter le temps de l'interprète. Mais d'ailleurs, je voudrais tous remercier. Merci Emma Touche, le département de l'immunisation. Fantastique rapport de l'OMS. Et également, c'est très utile pour beaucoup de parties prenantes. Merci beaucoup d'avoir organisé ce webinaire. Nous avons eu écouté des personnes sur tout le long de la chaîne de valeur, de tous les points de vue jusqu'à la mise en œuvre en Zimbabwe. Merci pour vos contributions. Merci à tous les participants avec vos fantastiques questions, la fantastique participation qui a mené à beaucoup d'écriture de la part de nos présentateurs. Merci beaucoup. Passez une bonne matinée, après-midi, soirée ou nuit, où que vous soyez, dans tous les 4 continents où ce webinaire a été diffusé. Il y avait des personnes de partout qui parlaient à des personnes de partout. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.